Romain, comment tu Bonjour. vas tout simplement aujourd'hui pour commencer? Très bien, écoute, on est sur une semaine en 3-0, c'est bien, c'est pas les games les plus propres, mais c'est des games qu'on gagne et on accélère tranquillement, donc j'ai hâte des best of 3. Le début du split a été assez compliqué pour G2 alors que G2 on s'attend forcément à la grandeur, etc. Comment est-ce que tu expliques ça un petit peu, l'adaptation peut-être? On perd 3 games. On est sur de l'overreaction plus. Donc c'était... Et d'un côté, c'était rigolo de lire les réseaux sociaux et de voir que c'était la fin du monde et que tu avais une armée de gens qui attendaient que ce moment-là pour nous sauter à la gorge. On a perdu 3 games, les gars. Ça va bien se passer. C'est un split qui est très long. On en a fait plein des splits. Et surtout, peu importe la manière dont tu finis tes best of 1, le premier round de best of 3 décide tout, tu vois. Donc là, tu as des gens qui sont hyper excités derrière leur équipe. S'ils perdent le premier best of 3, ils vont être très déçus. Et il y a des gens qui sont un peu déçus de leur équipe. Et s'ils gagnent le premier round de best of 3, ils vont être très contents. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de monde qui... Enfin, en fait, ça a fait tout simplement couler beaucoup d'encre le fait que Yike et Nikix ne soient plus là. C'est un roster qui était là depuis un bon bout de temps, qui a gagné beaucoup de choses en LEC. Toi, personnellement, comment est-ce que enfin, avec un petit peu de recul, mais comment est-ce que tu vois en fait les changements qu'il y a eu? Parce que ça a étonné beaucoup de monde, en fait, tout simplement de briser un roster qui fonctionnait. Les changements, c'est moi qui les ai faits, donc forcément ils me plaisent. Oui, Je pense que ce roster en avait besoin. Je pense que G2 2025 ne pouvait pas continuer avec les 5 mêmes joueurs. Parce que même si on avait gagné énormément à domicile, c'était plutôt un échec au niveau international. Donc on avait besoin de 109. Et on a choisi de remplacer la jungle pour aller vers un rookie extrêmement prometteur. Un move qu'on a déjà fait il y a 2 ans en remplaçant Jankos par Yike. Et au niveau du support, on a décidé d'avoir un peu de changement et de laisser Mickey prendre un nouveau départ chez Fnatic en l'occurrence, où ça se passe plutôt bien pour le moment pour lui, donc c'est cool. C'était peut-être le petit coup de motivation dont il avait besoin. Et voilà, moi je suis très content de l'équipe qu'on a à l'heure actuelle et j'ai hâte qu'on puisse montrer ce qu'on est capable de faire sur les best of 3, best of 5. Tu le disais juste avant, la twittosphère s'est affolée quand vous avez perdu au début, Oui. parce que on voit souvent Fnatic et G2 comme les deux équipes de l'Europe. À l'heure actuelle, est-ce que tu dirais toujours qu'il y a 2 équipes prétendantes au titre en Europe, donc à savoir G2 et Fnatic, ou est-ce que on a d'autres équipes qui maintenant commencent un petit peu à émerger? On est 3 là, à l'heure actuelle évidemment. T'as Fnatic, K-Corp et G2 qui sont les 3 qui sont je pense avec des bonnes chances d'y arriver. Je pense personnellement que ça va être nous, mais bon. Comme on a perdu de manière 3 très games, objective, bien sûr. Mais je suis très content qu'il y ait des vrais challengers. Après, faut pas que Fnatic se chauffe trop et prenne la grosse tête trop vite. Ça leur est déjà arrivé avant. Et j'espère qu'ils vont réussir à garder ce bon momentum pour nous offrir des très beaux playoffs. Et j'espère que de l'autre côté, K-Corp ne se décourage pas trop des 2-3 défaites qu'ils ont eues. Parce que c'est pareil pour eux, ça pourrait être dommageable alors qu'ils ont vraiment un très bon roster. Donc j'espère que les deux vont arriver full speed en playoff parce qu'on a besoin de gens qui rendent les claques qu'on mette, comme ça on sera vraiment chaud pour les tournois internationaux. Ce qui reste l'objectif. Est-ce que tu penses que sur des équipes qui ne sont pas forcément assez expérimentées, un 0-3 en fait peut être une vraie claque et avoir des conséquences peut-être désastreuses sur les playoffs, étant donné que c'est en plus la dernière semaine de compétition avant les playoffs? Bien sûr, une semaine en 0-3, c'est très dur mentalement. C'est-à-dire que 3 fois de suite, tu vas au studio et tu prépares tout et tu perds. Après, c'est du best of 1, donc il faut faire attention à prendre beaucoup de recul. Et là, par exemple, le match le plus important qui s'est passé ce week-end, c'était le Rogue versus SK qui a entraîné l'élimination de 2 équipes. Point. Tout le reste, ça n'avait aucune incidence. Oui, tu vas avoir première seed, dernière seed, on redémarre tous en best of 3. Si tu gagnes, tu continues. Si tu perds, tu passes dans l'arbre en dessous. Et peu importe ce que tu as fait en best of 1. Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, les gens s'excitent trop. Et il n'y a que ce round de best of 3 qui va servir à quelque chose, tu vois. Donc la capacité à reset et à prendre une défaite comme un apprentissage ou à l'inverse, à prendre une victoire comme une confirmation de ce que tu fais et pas comme on est des dieux absolus, ça va être très important. Mais pour nous aussi, tu vois, on vient de faire 3-0. Comme on a déjà démarré par des petites défaites, on va pas forcément s'exciter trop. Je pense que l'inverse peut être dangereux, tu vois. Tu démarres très très fort et ça nous est déjà arrivé il y a 2 ans, par exemple. Twitter a des bons et des mauvais aspects, hein, ça on le sait très bien. Je pense notamment là chez Rogue, c'est assez compliqué en ce moment et on a vu pas mal de monde qui réagit un petit peu sur les réseaux, mais par des critiques
assez véridiques en soi. Est-ce que tu penses que ce genre de critiques-là, si elles sont portées, quelles que soient les équipes en fait, peuvent avoir un réel impact sur les joueurs ou alors que aucunement et que c'est juste des fans qui parlent dans le vide tout le temps? Ça va dépendre du niveau d'implication réseaux sociaux que va avoir le joueur, à quel point il va lire tout ça, en bien comme en mal. Oui, ça peut avoir des impacts, bien sûr. Après, si tu es dans une équipe qui a tendance à perdre beaucoup, le moral est en général pas au beau fixe. Donc, une petite goutte de plus ou de moins dans le verre de ta dépression, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Surtout que, en fait, les gens oublient très vite. Ouais. Et chaque journée va apporter son nouveau lot d'informations. Et là, ouais, Rogue est éliminé. Ok, c'est très triste pour certains joueurs. Dans 3 jours, ils ont oublié, tu vois. Et ils vont devoir grind leur solo queue, grind les scrims s'ils continuent. Et on les revoit début avril. Donc les gens vont s'exciter sur d'autres choses. C'est le cycle de la vie dans League of Legends. Tu es dans l'histoire depuis longtemps maintenant, donc tu as vu un petit peu tous les aménagements que Riot peut faire à chaque saison. Qu'est-ce que tu penses des aménagements de cette saison? C'est-à-dire de donner encore plus de points au Summer, de changer les formats à chaque fois, de faire en fait tout simplement aussi des événements IRL plus nombreux. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis très content qu'on ait 3 formats différents parce que je trouve ça intéressant, ça va changer un petit peu le rythme, etc. Je suis très déçu qu'on ne fasse pas plus de Best of 3 Best of 5, mais ce qui sera toujours ma critique chaque année. Au plus on pratique du Best of 5, au mieux c'est pour les événements internationaux qui vont être ces grosses games qu'on va vouloir gagner. Et je pense que Fearless, c'est un super outil qui permet de vraiment varier les pics et d'augmenter l'intérêt des games pour le public. Et le fait que nous, on soit obligé de se taper 3 semaines de Best of 5 avec les drafts faits hors ligne, alors que la Chine est déjà en full Best of 5, ouais. Je trouve ça un peu dommage. Ça va pas nous aider à nous entraîner pour les tournois internationaux, mais bon, on va faire avec. Il y a une méta qui revient un petit peu tout le temps, c'est le swap lane, forcément. Selon toi, est-ce que la LCK donne un petit peu des idées de pics qui peuvent être réalisables, comme par exemple Anivia Top, etc., à la LEC? Est-ce qu'il y a toujours un petit peu cette copie? Ou alors est-ce que de plus en plus, la LEC peut innover elle aussi? Déjà le swap lane, ça arrivait de chez nous cette fois-ci, vu que c'est nous qui l'avions pas mal spam l'année dernière et qu'ensuite c'est passé en Asie et il y en a eu un peu au Worlds et là c'est resté en fait. Je pense que c'est de la merde, c'est pas le jeu tel qu'il devrait être agréable à jouer. En fait, à partir du moment où le jeu devient différent pour le joueur amateur ou pour le joueur pro, je pense qu'on détruit la qualité du produit sur le long terme et Fearless va dans le sens inverse en recréant du lien entre, tu veux, la plupart des gens peuvent devenir spécialisés sur un champion, peut-être 2 champions, tu vois. Et ils seront jamais autant connectés au jeu que s'ils voient à l'écran le champion qui joue. Si t'es un Mordekaiser One Trick Pony, t'as envie de voir les mecs qui cliquent sur Mordekaiser, sauf que c'est pas un champion très méta. Donc il y a de grandes chances que t'arrives pas à créer une espèce d'affection avec l'e-sport. Donc Fearless, ça aide. Le line swap, ça aide pas du tout. Si t'es main top lane, t'as envie de voir un peu comment le top laner va faire. T'as pas envie de le voir courir autour de la carte et être à 0 CS à 10 minutes, tu vois. Donc je pense que c'est nul et j'espère que Riot va faire quelque chose. Et il existe des solutions. Il y en a plein, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Je pense qu'il va falloir qu'on se tape tout un événement en lane swap sur chacune des lanes et ils vont finir par changer, j'espère. Qu'est-ce que personnellement tu préfères dans ton rôle en tant que general manager? Moi, j'aime bien le quotidien en vrai. J'aime bien le quotidien de s'entraîner, d'être avec les mecs, de découvrir le jeu, d'essayer de trouver des nouvelles idées pour jouer. J'aime quand ils sont heureux d'un truc, tu vois. Quand ils ont les étoiles dans les yeux, en mode gros geek, et qu'ils sont en train de te décrire on va faire ça, non, on va faire ça parce qu'il va faire ça. Et ça, c'est trop cool. J'aime quand ils peuvent juste se concentrer là-dessus et qu'ils n'ont pas à soucier. J'aime quand ils doivent se confronter à la vraie vie aussi et qu'ils n'ont aucune idée de comment opérer comme un être humain normal et que là, je me sens utile, tu vois. Ça aussi j'aime bien, c'est rigolo. Et voilà, non, il y a plein. On fait des métiers incroyables, hein, donc on a vraiment beaucoup de chance. On travaille quand même sur des tournois de jeux vidéo. Ça n'a pas de sens si tu essaies de raconter ton métier il y a 20 ans, c'est-à-dire de Tetris. Alors non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Si je devais raconter une anecdote drôle, amusante, qui s'est passée avec l'équipe, qu'est-ce que tu aurais en tête? Avec les boys là, on n'a pas. Ah si, le Red Bull c'était très chouette. Tout cet event, être backstage, tous ensemble, c'était vraiment. Le mieux c'était. Alors être sur scène forcément c'était incroyable parce que finalement ça nous permet d'être en face d'une grosse foule, ce qui arrive très peu sur League of Legends, surtout avec. Ah oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure, tu parlais des plus d'événements IRL. Oui. Je trouve ça trop bien. C'est trop bien parce que c'est pour ça qu'on fait staff, tu vois. Et ça peut être compliqué pour certains joueurs de se dire est-ce qu'on est vraiment des stars ou pas si
toute leur vie, le seul public qu'ils ont, c'est 150 pélos qui sont bloqués au LEC Studio. Des gens adorables, bien sûr, mais c'est quand même loin des centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir pousser ton image, etc. en ligne. Donc être confronté à un public, c'est très cool, je pense que c'est très important. Et c'est là que tu vas avoir vraiment toute l'extase du jeu, tu vois. C'est quand tu es capable de cliquer vite et précisément face à des dizaines de milliers de personnes. Donc tous ces événements, c'est très cool. Je suis très content qu'il y ait beaucoup plus cette année, donc ça va être très chouette. Et pour ça, le truc Red Bull, c'était très chouette pour nous. Démarrer, et même on a été s'entraîner dans les locaux de Red Bull France, il y a une espèce de petite gaming room. Et c'était cool, ouais, on était bien, on était posés entre nous, l'équipe se découvrait, c'était vraiment un exercice de team bonding trop bien et j'en garde un très bon souvenir. On parle des événements IRL, il y a des grosses rumeurs d'événements, enfin de possibilités de la LEC aux arènes notamment, ou alors peut-être en Espagne, chez Koi, chez les équipes, etc. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est envisageable, qui est même réalisable en fait tout simplement? Est-ce que c'est pas trop fatigant pour les joueurs si c'est mis en place? Et est-ce que le positif de effectivement s'habituer à jouer devant une foule plus nombreuse, parce que si on prend les arènes par exemple en France c'est 2000-3000 places, enfin voilà, est-ce que c'est réalisable et quel serait le ratio de positif-négatif selon toi? G2 League of Legends participera à tout event qui sera proposé à l'équipe parce que je pense que c'est une condition sine qua non si tu veux être capable de performer sur les scènes de la Coupe du Monde. Donc n'importe quelle opportunité dans les règles Riot Games, on dira oui et on ira. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça te crée, ça te sort de ton quotidien, ça te permet d'apprendre à jouer dans ces situations qui peuvent être stressantes, mais qui sont nécessaires parce que c'est dans ces moments-là que tu vas vouloir performer. Si tu veux gagner à la Coupe du Monde, il faut être prêt à aller bouger, voyager, t'entraîner dans un autre endroit, avoir beaucoup plus de pression sur ton day-to-day parce que tu vas devoir faire beaucoup plus de médias, beaucoup plus de presse. Donc n'importe quel event, on est chaud. Pour terminer, j'ai une petite vidéo à te montrer pour savoir si c'est toujours d'actualité. Je ne sais pas si tu te souviens de cette magnifique vidéo. Très bien. Voilà, je le remets. Tout le monde est fan Carmine. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. 1 an ou 2 ans, je sais plus. Après, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Est-ce que tout le monde est fan Carmine? Bien sûr, tout le monde est fan Carmine. C'est trop bien ce qu'ils ont apporté sur la ligue, c'est trop bien ce qu'ils ont apporté sur l'écosystème, les fans, tout le bruit, tout le bordel, la hype, c'est trop bien. Toi, le bordel, ça nous fait vivre, c'est littéralement ça nous fait vivre parce que les gens nous regardent et aussi parce que ça rend les journées beaucoup plus fun. Donc, être fan Carmine, c'est être fan de Kamel, qui est un mec extraordinaire. Donc oui, bien sûr. Est-ce que tu rejoins du coup ce que disait Alban en fait face à Taurin il y a quelques jours, que avant la cassée, le studio ressemblait un peu à une librairie et que maintenant, c'est pas toujours fait dans les règles, mais ça bouge? Alors déjà, je pense que c'est fait beaucoup plus dans les règles que ce qu'on peut dire, et surtout oui, c'est-à-dire que j'étais même avant Alban dans ce studio, tu vois, à l'époque, ça fait 10 ans que je viens là moi, donc je peux dire oui, j'ai vu les différents états du truc et c'est beaucoup plus chouette maintenant, ça c'est sûr. Et on souhaite que ça continue comme ça. Est-ce que tu as un petit message pour tout le monde, que ce soit fan Carmine, français, n'importe en fait, à toi? Merci à tous les fans G2, et je vous souhaite beaucoup de courage et de patience contre les fans Carmine. Ils sont peut-être un peu plus vocaux que vous en ce moment parce qu'ils ont gagné un petit peu plus que nous. Ne vous inquiétez pas, c'est marathon, on gagnera à la fin et vous aurez votre revanche. Parfait, merci beaucoup à toi.